plus de 4 milliards de bactéries unicellulaires dans lesquelles s'entassent des circuits, des codes d'assemblage, des machines miniatures avec une complexité que Charles Darwin n'aurait jamais imaginée. À la base même de la vie, là où les molécules et les cellules mènent la danse, on a découvert des machines. Des machines moléculaires au sens littéral. De minuscules camions moléculaires transportent des fournitures d'un bout à l'autre de la cellule. Des machines captent l'énergie solaire pour la transformer en énergie utilisable. Il y a autant de machines moléculaires que de fonctions organiques dans le corps humain. Le fait d'entendre, de voir, de sentir, de goûter, de toucher, la coagulation sanguine, la fonction respiratoire, la réponse immunitaire, tous font appel à une multitude de machines. Quand on observe ces mécanismes, on se demande d'où viennent-ils? Et la réponse classique, celle de l'évolution darwinienne, est à mon avis très inadéquate. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael B.E. commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant « c'est un vrai moteur hors bord, c'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. » La réaction de B.E. n'est pas surprenante, étant donné que les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent d'un ensemble de composants mécaniques très élaborés. Les composants de ce système apparaissent au microscope quand des échantillons de cellules sont grossis 50 000 fois. Les biochimistes ont utilisé des photos de microscopie électronique comme celle-ci pour identifier les composants et la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. C'est ainsi qu'ils ont découvert une pure merveille technique à l'échelle miniature. Howard Berg de Harvard l'a surnommée la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours par minute. Et ils sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, ils peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir à 100 000 tours par minute dans une autre direction. Et tout comme un moteur hors bord, ils sont composés d'un grand nombre d'éléments, indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Le flagelle bactérien est doté de 2 vitesses en marche, avant et arrière, d'un refroidissement liquide et d'une force protomotrice. Il possède des anneaux externes et internes, un crochet, un arbre de transmission, une hélice. Ces composants fonctionnent comme un moteur. On emploie ces termes maladroits pour décrire en fait la fonction de ces éléments. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée. Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael B.E. pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas.
Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle, tant que tous les éléments ne sont pas en place. La complexité irréductible des machines moléculaires pose un défi d'envergure aux possibilités de la sélection naturelle. Selon la théorie de Darwin, même des structures biologiques très complexes, comme l'œil, l'oreille ou le cœur, peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance au flagelle bactérien? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien et tous ses composants aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie pour commencer que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. En 1996, Michael Behe publia un livre intitulé Darwin's Black Box, dans lequel il chercha à montrer que la sélection naturelle, substitut d'une conception intelligente pour Darwin, ne pouvait expliquer l'origine du flagelle bactérien ou de tout autre système biologique irréductiblement complexe. Michael Behe arriva à la conclusion que la complexité inhérente à ces systèmes nous oriente vers une conception intelligente. Darwin's Black Box suscita immédiatement la controverse. Plus de 75 publications, y compris les revues scientifiques et les journaux les plus cotés, commentèrent l'ouvrage. Certains scientifiques saluèrent le travail de Behe, tandis que d'autres lui reprochèrent des approches non scientifiques et des motivations religieuses. Les critiques de Behe soulignèrent aussi qu'il avait sous-estimé les capacités de la sélection naturelle. Selon eux, le mécanisme flagellaire aurait pu être construit à partir d'éléments utiles à la fabrication de machines moléculaires plus simples,
comme cette pompe cellulaire effilée. Si les composants de cette pompe existaient déjà, ils auraient pu être préservés par la sélection naturelle avant même l'apparition du moteur bactérien. Cette théorie est appelée cooption. Cela signifie essentiellement qu'à un moment donné, l'évolution ou la sélection naturelle était capable d'emprunter des composants à une machine moléculaire pour en construire une autre. Scott Minnick a étudié le moteur flagellaire pendant près de 20 ans. Ces études l'ont amené à remettre en question l'argument de la cooption. Dans le flagelle bactérien, on retrouve 40 structures. Certes, 10 d'entre elles sont impliquées dans une autre machine moléculaire, mais les 30 autres sont uniques. Où ont-elles pu être empruntées? Finalement, il faudra pouvoir décrire quel était l'autre fonctionnement de chaque partie et son utilité à l'origine. En fait, on ne peut pas poursuivre cet argument bien loin, car on se heurte au problème de devoir emprunter au néant. Et même si on admet que tous les éléments étaient réunis pour assembler une telle machine, d'autres problèmes surgissent. Les instructions d'assemblage sont encore plus complexes. Cette question n'est jamais abordée par les adversaires de la complexité irréductible. Les études menées sur le moteur bactérien ont en fait révélé une complexité encore plus grande, car son élaboration ne dépend pas seulement de composants précis, mais aussi d'une séquence d'assemblage minutieuse. Il faut que les choses soient faites au bon moment. On a besoin du nombre exact d'éléments, on doit les assembler de façon séquentielle. Il faut pouvoir déterminer si l'assemblage s'est bien déroulé pour ne pas gaspiller de l'énergie pour une structure qui ne sera pas fonctionnelle. La construction d'une machine moléculaire est comparable à celle d'une maison où les ouvriers suivent un plan d'architecture détaillé. On pose les fondations avant d'ériger les murs. On installe la plomberie et le réseau électrique avant de recouvrir les cloisons. On doit encastrer les fenêtres avant de passer à la finition extérieure. Et on pose les bardeaux seulement après avoir cloué le contreplaqué au chevron. Il en est de même de la construction du moteur flagellaire. Le flagelle est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Les composants de la structure circulaire de l'anneau sont comptés et une fois assemblés, un message indique qu'on peut passer à la suite. Une tige est ajoutée, puis un anneau, puis une autre tige, suivi des crochets qui, ayant atteint une certaine taille et inclinaison, environ 90 degrés, laissent place à l'assemblage du filament flagellaire. Tout ceci intervient selon un ordre précis, à l'instar de la construction d'un bâtiment. Pour construire le moteur correctement, il faut un système complexe où les machines respectent minutieusement l'ordre des instructions d'assemblage. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel système? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Pour aboutir au mécanisme flagellaire, ou à des dizaines de milliers d'autres au sein de la cellule, on a besoin d'autres mécanismes qui régulent le montage de ces structures. Des mécanismes qui eux-mêmes dépendent d'autres mécanismes pour leur assemblage. Si un seul de ces éléments venait à manquer ou était mal placé, le moteur ne fonctionnerait pas. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est donc, lui aussi, irréductiblement complexe. En fait, on rencontre ici une complexité irréductible tout au long de la chaîne. Nous connaissons bien le flagelle bactérien. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais on l'a beaucoup étudié et il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pourraient poser à sa théorie. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, ma théorie s'effondrerait totalement.